Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Écoutez pour comprendre, et très souvent, à partir de l'écoute, peut jaillir, peut sortir une des nouvelles qui peut arranger beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Joël Chou, directeur commercial de POCAP. M. Chou, bonsoir. Bonsoir M. Grabé, bonsoir aux téléspectateurs. Alors merci d'avoir répondu favorablement à notre émission. Mais moi de même. Et comme on l'a constaté ces derniers temps, l'eau vous a emporté. Ah oui, il y a eu des zones tropicales. Malheureusement, ils n'ont pas emporté, mais bon, il a beaucoup plu depuis le début de la saison cyclonique. Oui, mais l'absence d'eau. Ah, l'absence d'eau. On est plus dans la. Qui vous a emporté. On est plus dans la raréfaction. Oui, il y a eu un épisode de coupure d'eau très, très douloureux pour les Martiniquais. Bon, la Guadeloupe connaît ces épisodes-là depuis des années. Et en fait, les gens étaient beaucoup impactés par le manque d'eau. On a des témoignages qui font remonter, par exemple, des coupures d'eau prolongées sur 15 jours. Donc, ne pas manquer d'eau pendant 15 jours, c'est quelque chose. Et là, on sort d'un phénomène saisonnier qui est la sécheresse, que l'on connaît chaque année. On sait qu'à la même période, il y aura des coupures, à la même période, il y aura un manque de pluie. Et malheureusement, on attend la dernière minute pour réagir par rapport à ça, parce que l'eau, c'est évidemment une ressource. Et vient juste après la saison sèche, la saison cyclonique, qui est aussi une saison à risque. Et beaucoup d'eau. Trop d'eau à ce moment. Et trop d'eau, et c'est peut-être aussi le moment de se dire, on profite de cette abondance pour préserver, pour récupérer cette eau-là, c'est sûr. Alors à POCAP, vous fabriquez des citernes, des réservoirs de récupération d'eau de pluie et d'autres produits. Oui, on est fabricant, on a été les premiers fabricants en Martinique, donc ça date de plus de 25 ans, de citernes de récupération d'eau de pluie. Usage en descente de gouttière, on récupère la ressource. Depuis, on avait commencé avec des 2-3 volumes en référence et on est monté progressivement dans le temps à proposer des capacités de plus en plus importantes parce qu'on s'est rendu compte que la citerne de récupération d'eau de pluie n'intéressait pas que l'usage domestique, mais tout type d'activité, de l'entreprise jusqu'à l'agriculteur, où l'eau était quand même un élément important à récupérer. Et puis c'est de l'eau gratuite, on le rappelle jamais assez. Mais dans votre gamme de produits, ça parle de quoi? Alors on parle de 300 litres à 40 000 litres, sachant que des modules de 40 000 litres, par exemple, peuvent être jumelés et monter en capacité bien au-delà. Donc on l'a fait de façon périodique, notamment pour des sites qui recevaient du public, des ensembles collectifs, etc. Et par exemple, l'un des cas les plus récents, c'était une installation qui devait être utile pour de la réserve incendie. Réserve incendie, les pompiers viennent dépanner, c'est quand même plus logique qu'ils le fassent avec de l'eau gratuite, par exemple. Oui, et puis en fait, au niveau domestique, c'est mieux de tirer la chasse avec de l'eau de pluie qu'avec du chanflore, par exemple, ou du autre, eau de source. Oui, mais c'est bien pour ça que on est entré dans une ère, effectivement, où on va aller vers une raréfaction de la ressource. Tous les spécialistes du climat en parlent. On a vu quand même cette sécheresse-là qui est quand même assez dure. On a vu que les niveaux de captage baissent, etc. Donc, il faut que tout un chacun puisse s'organiser de façon individuelle à se dire, quand il pleut, on a 150 mètres de toiture, on voit toute cette eau qui part alors qu'on peut la récupérer. Elle est gratuite, mais son utilisation est soumise à certaines règles sanitaires, puisque faut savoir que ça dépend d'un arrêté ministériel. Aujourd'hui, un professionnel qui installe une citerne pour un particulier, je parle de récupération d'eau de pluie, doit respecter les prescriptions techniques de l'arrêté
Tant que vous restez à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une maison, vous l'utilisez en robinet de puisage, arroser, nettoyer un véhicule, une terrasse, etc. Mais à partir du moment où vous rentrez à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une maison, vous êtes obligé de respecter ces préconisations techniques. On sait que techniquement, on peut alimenter un WC, une machine à laver éventuellement, mais il faut être en disconnexion totale pour protéger le réseau AEP. Adduction d'eau potable. C'est une installation séparée. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien décrit. Alors pourquoi séparé? Parce que il faut savoir que l'eau de pluie qui arrive du ciel, hormis la pollution atmosphérique et de l'eau quand même qui a un certain niveau de qualité, mais c'est au contact de la toiture qu'elle peut charrier des déchets organiques, végétaux et même des métaux lourds qui peuvent arriver jusqu'à la citerne. Donc ça veut dire que si vous récupérez cette eau et que vous la réinjectez dans toute la maison, eh bien, vous contaminez le réseau AEP. Ça va même jusqu'à, vous savez, vous avez des anciennes maisons qui ont des chéneaux en béton où il y a une formation de phytoplancton à l'intérieur, mais ça charrie tout au niveau de la citerne. Et aussi ça demande un entretien. Bien sûr, bien sûr. Alors la question de la disconnexion totale est importante parce que il faut que chaque particulier usager tienne compte du fait qu'il passe par un professionnel qui a déjà posé ce type de matériel, qui a une formation et qui va éviter justement ce risque de contamination. Donc bien sûr, la citerne d'eau de pluie doit être entretenue à minima une fois l'an par le propriétaire. Ça dépend de l'environnement de la maison. Si vous êtes sur un environnement avec une présence végétale importante, il y a un phénomène d'humidité, bon, voilà, il y a des encrassements de filtres, etc. Donc, à minima une fois l'an, il faut aller visiter, voire 2 fois l'an, sa citerne et les appareils de filtration. Alors, nous insistons que ça doit être fait par un professionnel, pas par un plombier du dimanche. Alors, pas par un plombier du dimanche, entre guillemets, comme vous dites, mais voilà, il faut que celui qui fait la mise en œuvre soit un sachant, donc il connaisse la réglementation pour ne pas créer de désagréments aux propriétaires. Parce qu'il vous suffit d'avoir une bactérie qui se développe avec la récupération des eaux de pluie, que ça vous contamine tout le réseau de la maison. Et par ricochet les voisins qui sont à côté. Donc c'est très très particulier à l'intérieur d'un habitat de ne pas créer des mélanges, même des zones de connexion de type T, vanne, etc. C'est proscrit. Il y va même, j'ai eu plusieurs exemples, quand vous alimentez un WC, vous avez d'un côté une alimentation qui se fait avec un robinet flotteur, eh ben, une connexion qui se fait de l'autre côté avec l'eau de pluie. Non, c'est soit l'un soit l'autre. Et il faut supprimer le réseau AEP sur les WC, n'alimenter que via l'appareil de distribution de la citerne. Donc généralement, ce sont des gestionnaires d'eau qui réalisent cette fonction-là. D'autant qu'aujourd'hui, tous les WC qui sont vendus sur le marché, il y a ces 2 entrées. Oui. Mais la réglementation est très claire là-dessus. Si vous alimentez le WC, vous n'alimentez exclusivement que par l'eau de pluie. Et c'est le gestionnaire d'eau, qui est un appareil qui est en amont, qui va faire la bascule en temps voulu. Quand la citerne va se vider parce qu'il ne pleut plus, il va basculer sur le réseau AEP. Et inversement, quand l'eau revient à la cuve, eh bien, il revient sur le réseau AEP. Donc c'est lui. Donc c'est un appareil qui a... son nom est techniquement, ne va peut-être pas parler à beaucoup de monde, gestionnaire d'eau. C'est plus qu'une pompe, c'est plus qu'un surpresseur. C'est un appareil justement qui fait cette séparation dans sa constitution entre l'alimentation AEP et l'alimentation eau de pluie. Alors l'autre particularité, c'est pourquoi nous parlons de professionnels, lorsqu'on implante une citerne, j'ai vu une citerne de 8000 litres se retourner comme une crêpe. Parce que mal implanté, terrassement vraiment pas favorable, et finalement, un chandelier coûtait plus cher qu'une enterrement.
Oui, parce qu'en fait, en fabrication, on propose 2 gammes de citernes, les hors-sols, qui doivent être posés normalement sur un sol ferme, pas sur du remblai, idéalement une dalle, qui va même dépasser le contour de la cuve, et des citernes enterrées, donc qui doivent respecter nos consignes de pose en enterré, comme pour toute cuve enterrée. D'autant que la citerne vide à un poids, une fois chargée à un autre poids. Oui, bien sûr. On a le risque de glissement. Bien sûr. Et c'est pourquoi nous insistons, ça ne doit pas être fait par un plombier du dimanche. C'est comme on est dans un pays de toute longue, tout le monde est professionnel. Non, mais c'est sûr. Mais normalement, justement, l'installateur doit pouvoir justifier d'une expérience dans ce domaine-là, et pour pouvoir être assuré. Avoir une assurance, bien évidemment, pour pouvoir proposer sa prestation. Et l'usager doit vérifier qu'effectivement, il est assuré pour ça. Alors ça, c'est au niveau de la récupération d'eau de pluie. Oui. Là, actuellement, nous avons vu sur le marché arriver la récupération d'eau traitée, l'eau de robinet, stockée. Est-ce que vous pouvez développer un peu dessus? Oui, en fait, c'est un deuxième champ d'application où, en fait, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, les derniers événements du mois de mai l'ont confirmé, que il y a des problématiques de coupure d'eau. Vous avez des zones en Martinique, vous avez des coupures fréquentes, même le long de l'année, mais aussi des problématiques de pression d'eau. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas de pression. Donc en fait, on a développé ce qu'on appelle des cuves ACS. Donc ACS veut dire attestation de conformité sanitaire. Donc c'est une attestation qui est obtenue via un bureau d'études. Donc nous, c'est le bureau d'études Carso, et qui confirme à ce moment-là que la citerne en question peut être utilisée non pas en cuve de stockage, mais en cuve tampon sur le réseau AEP, c'est-à-dire l'adduction d'eau potable, l'eau de ville. Il faut savoir que c'est on utilise du PEHD, du polyéthylène haute densité. C'est un matériau qui est adapté au stockage d'eau de ville. Donc, il ne va pas altérer la potabilité de l'eau. On dit généralement cuve alimentaire dans le jargon. Et on peut fournir une attestation à ce sujet-là si elle est réclamée. Et le but, c'est en fait de permettre à la maison individuelle ou le bâtiment en question de ne pas ressentir les coupures d'eau du secteur. Et cette cuve-là vient entre le compteur principal et le bâtiment, donc sur le réseau. Et son alimentation est régulée par ce qu'on appelle un robinet flotteur, comme on trouve dans les chasses d'eau, mais qui aussi doit être ACS, et qui va justement permettre à ce que cette cuve-là, donc le flotteur, comme on dit, régule, il assure le remplissage et l'arrêt automatique. Donc ça veut dire qu'il va maintenir un niveau constant dans cette cuve-là, pour qu'il y ait toujours une disponibilité en eau. Et c'est à partir de cette cuve ACS, donc c'est pour ça qu'on parle de cuve tampon, le surpresseur ou la pompe, qui doit être aussi ACS, va alimenter l'ensemble de la maison. Donc on ne ressent pas les coupures qu'il y a en amont. Le surpresseur, il est fait pour augmenter la pression. Voilà, le surpresseur, c'est un effet combiné d'une pompe et d'une mise en pression du réseau. Donc ça tourne aux alentours des 3 à 4 bars à peu près. Et ça permet donc d'assurer la même pression qu'on avait si on n'avait pas de citerne. Oui. Mais il faut qu'il soit ACS. C'est-à-dire que tous les équipements, y compris les accessoires de raccordement qui sont dans la périphérie de la cuve ACS, doivent être ACS. Ça, c'est des recommandations c'est des obligations, c'est plus des recommandations. Et cette eau stockée, elle a quand même une durée de vie. Alors on est tout à fait dans un autre domaine. Pour des questions sanitaires, normalement, le volume de la citerne est calculé pour assurer 2 jours de consommation au lieu en question. Donc je pense pas forcément, il y a le domestique, mais il y a tout ce qui vient derrière. C'est-à-dire que son volume permet justement à créer un renouvellement de l'eau au bout de 48 heures. 48 heures, donc
ce sont des recommandations qu'ont faites, par exemple, l'ARS de Guadeloupe, où la Guadeloupe, on sait, est très impactée par les problèmes de coupure d'eau, conjointement avec l'Office de l'eau. Et ça a été confirmé. Donc, je pense que l'ARS Martinique peut, comme c'est l'État, peut le confirmer à leur tour. Mais il faut bien comprendre d'où sortent les 48 heures. Des études ont prouvé qu'en fait, à partir sur 2 jours, vous avez, par le fait qu'on est dans un climat chaud, vous avez un effet combiné chaleur et ensoleillement qui, justement, accélère l'élimination du chlore. Et l'élimination du chlore provoque justement le développement d'agents pathogènes, donc des bactéries, et qui sont justement très dangereux pour la santé humaine. Donc on est dans le cadre vraiment de la santé publique. Donc on estime qu'au-delà de 48 heures, l'eau n'est plus propre à la consommation. Donc parce que justement il y a ce risque de développement d'agents pathogènes. Donc le volume, donc il y a des calculs pour ça, hein, le volume d'une citerne pour une maison individuelle est calculé pour 2 jours de consommation. Et au-delà de 2 jours, elle n'est plus potable. Il y a un risque, en fait. Donc, on est très à cheval, justement, sur ce temps de séjour. On le communique. Derrière ça, il y a tout un sujet, on va en parler, de l'entretien des cuves. Oui, c'est ça. Mais il faut bien que les gens déjà comprennent le sens des 48 heures. Et ce réservoir tampon, il est positionné n'importe où? Alors, l'idéal, ce serait qu'il soit sous abri, justement pour être moins exposé à l'ensoleillement et à la chaleur, Oui. qui justement vont provoquer ces phénomènes-là, donc sous un abri ou abrité par un local quelconque. Et à partir de là, le ménage, parce que c'est une installation qui est permanente, il va fonctionner à partir de la bâche tampon. Donc ne va pas ressentir les coupures d'eau. Oui. Autre chose. Là, pour l'instant, nous n'avons pas le retour à ARS Martinique. Non, pour l'instant, non. Mais bon, ils vont... Normalement, si l'ARS Guadeloupe a fait ses recommandations, donc il y a... Donc ça peut se faire pour la Martinique. Bien sûr. Bon, mais de toute façon, lorsque vous avez fait l'installation, vous avez pratiquement l'obligation de signer avec le client un contrat d'entretien. Alors pas nous directement, parce qu'on est fabricants, oui, les installateurs. Et vous avez un carnet qui est édité et qui justement permet d'avoir une traçabilité sur les opérations d'entretien et de maintenance. Donc ça va se faire davantage sur des bâtiments recevant du public. Sachant que globalement pour une maison individuelle, il faut faire une vidange et un nettoyage à minima 1 fois l'an. Cette fréquence-là sera différente sur des écoles, par exemple, des bâtiments publics. On va être plus du trimestre qu'une fois l'an. L'idée, c'est effectivement, vous avez toujours des résidus dans le réseau AEP. C'est quand même de nettoyer périodiquement votre citerne, de la désinfecter et de la remettre en service. Il y va aussi des périodes d'absence prolongées. C'est-à-dire que quand, soit pour une maison individuelle ou vous partez en vacances 15 jours, vous savez que votre cuve est dimensionnée pour 2 jours de temps de séjour, 2 jours avant, vous coupez votre réseau principal et vous consommez votre eau, de sorte que lorsque vous êtes en déplacement, la citerne est vide. Quand vous revenez, vous la nettoyez, vous la remettez en service. Donc il y a des techniques qui permettent d'assurer la continuité sur le réseau qu'on appelle bypass, que les installateurs connaissent, qui permettent en marge de la citerne d'avoir une continuité du réseau AEP. Pour revenir à l'eau de pluie, là actuellement, lorsque nous avons la période de brume de sable, ça se retrouve dans les citernes et ça fait beaucoup de dégâts au niveau des pompes. Alors, vous avez... C'est un abrasif. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous avez un premier niveau de filtration qui est d'ailleurs demandé aussi par la réglementation, qui permet, avec un maillage très fin, d'éviter qu'il y ait des déchets
de type feuillage brindille qui rentre dans la cuve. Mais le phénomène, vous avez raison de l'évoquer, le phénomène de sable va faire que on va se retrouver avec ce dépôt-là au fond de la cuve. Généralement, celui qui fait la mise en œuvre met en place une aspiration via une crépine flottante. Donc une crépine munie d'un flotteur qui reste en suspension d'eau et ne va pas récupérer le sable au fond. Et c'est pour ça, justement, à juste titre, qu'il faut que l'usager aille inspecter sa cuve à minima une fois l'an, pour ce qui est des particuliers, pour vérifier effectivement cette accumulation de sable. Autrement, dans le cadre d'une pompe immergée, ils doivent régulièrement vérifier ses filtres en sortie. Bien sûr. Que la pompe immergée est trop forte. Bien sûr, bien sûr. Là encore, nous disons c'est une question de professionnel. Oui, bien sûr. Alors, que ça soit pour la citerne eau de pluie ou la citerne ACS, dans les deux cas de figure, il faut mettre en place justement un entretien régulier. Il faut savoir que le propriétaire de la citerne est responsable de sa citerne, donc il est responsable de l'installation qu'il a mise en place, des risques sanitaires qu'il peut encourir, et même en amont sur le choix de la cuve. C'est pour ça qu'on a assez régulièrement, on a mis en place des campagnes de communication, réseaux sociaux et autres. Le dernier en date, c'était le spécial du quotidien, dont je ne vais pas nommer le nom. On a fait mention de bien choisir sa citerne, de ne pas se tromper. Je veux prendre pour exemple que on ne peut pas, par exemple, mettre une citerne qui est prévue pour l'eau de pluie, donc qui n'est pas ACS, sur une installation ACS, parce que le polyéthylène n'est pas ACS. Donc, faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on a mis en place des codes couleurs. Nos citernes d'eau de pluie sont grises et nos citernes ACS sont bleues. Elles sont bien identifiables et il n'y a pas de risque de se tromper à ce niveau-là. C'est assez important. Et là, nous insistons sur le contrat d'entretien que très souvent, le client refuse de signer pour des soucis économiques. Mais à la longue, on s'aperçoit que c'est une erreur. Oui. Ne pas avoir cet entretien permanent. Oui, c'est-à-dire que alors ça peut être fait soit idéalement par le professionnel qui a mis en place l'installation, il est en mesure, pour ceux qui savent le faire, réaliser l'entretien, ou le propriétaire lui-même peut prendre en charge son entretien. C'est risque et péril. Oui, mais s'il a le mode opératoire, il va faire son entretien. Vider une cuve, la désinfecter. Il y a sur le site du ministère de la Santé les désinfectants à utiliser. On parle même, il y a même des dosages qui sont préconisés. Faut pas oublier que le propriétaire est responsable de son installation. Il est responsable de l'entretien de son installation. Là, en dehors de ces deux produits-là, vous êtes aussi dans l'assainissement. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme produit, comme gamme? Nous, on a développé, on continue à développer le système filtre compact EcoFlow, qui a plus de 25 ans de recul. On parle d'un système éprouvé, où on essaie, on est toujours dans la même logique de non énergivore, de le proposer sans apport d'appareil électromécanique, pas de pompe, pas de compresseur, en fonctionnant gravitaire. Et ça nous permet de traiter nos eaux en gravitaire et pour le domestique et pour le petit collectif. Il faut savoir que la EcoFlow bénéficie d'un retour d'expérience qui est intéressant parce que c'est un média qui a 3 propriétés qu'on ne va pas forcément retrouver sur d'autres médias. Ce qu'on appelle média, c'est le support de traitement et qui nous prouve dans le temps le pouvoir épurateur du fragment de coco. On est rentré dans l'ère de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, EcoFlow peut justifier d'une analyse du cycle de vie, puisqu'au bout de 12 à 15 ans, on envoie les fragments de coco vers un centre de valorisation. On est sur la liste verte des systèmes qui ne sont plus des systèmes innovants, mais faisant partie de technologies courantes. Donc, pour les assurances, c'est important en termes de sinistralité.
Et puis, de plus en plus, sur des projets, vous avez une réglementation qui demande davantage des performances environnementales, donc qui dépendent de la RE 2020, qui vient remplacer la RT 2012, qui est une réglementation plutôt de performance énergétique. Donc on est vraiment rentré dans l'ère de la performance environnementale. On parle souvent entend parler du mot de sobriété énergétique. Et aujourd'hui, EcoFlow est complètement dans cette démarche-là. Et davantage de projets maintenant intègrent la RE 2020. Donc, va utiliser des matériaux ayant un faible bilan carbone. Donc, ça va de la constitution de la maison jusqu'à l'assainissement. Ce sont des microstations? Non, EcoFlow n'est pas une microstation. EcoFlow est Vous avez la microstation à côté? Qui est très, très peu proposée. On connaît les problématiques qu'il y a sur les microstations, y compris ceux qu'on a eu à suivre. Il faut savoir qu'à la base, la microstation est un système électrique, donc qui dépend nécessairement du réseau électrique. Pas d'électricité, pas de traitement. Et la dégradation bactérienne, le développement bactérien se fait très rapidement. Et le problème de ça, c'est que les gens continuent à utiliser l'eau sanitaire, même s'il n'y a pas d'électricité. Votre microstation va rejeter des eaux non traitées, avec une présence bactérienne importante dans les réseaux, notamment le réseau EP, chez le voisin, etc., etc. Par contre, contrairement au précédent système, vous n'avez pas de remplacement de filtres. Les filtres coco, ils se remplacent tous les combien de temps? Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au bout de 12 à 15 ans, on va, comme une recharge, on va sortir les fragments, donc toute l'enveloppe PEHD reste enterrée. On va sortir les fragments et les remplacer par de nouveaux pour repartir sur 15 ans de fonctionnement. Mais le process a été étudié justement pour être en autonomie de fonctionnement, déjà. Donc, quand vous posez la question à un usager, vous voulez un système d'assainissement, vous le voulez avec électricité ou sans électricité, la réponse est claire. Et le deuxième point, c'est que il va demander moins d'intervention dans le temps à l'usager. Notamment sur les entretiens. Par exemple, le nouvel EcoFlow est entretenu tous les 2 ans. Une vidange de fosse EcoFlow, c'est tous les 6 à 7 ans. Si vous comparez avec un système intensif de type microstation, vous êtes à une vidange, au mieux des cas, par an. Sinon, on a vu des systèmes avec 2-3 vidanges par an qui ont été agréés, mais qui continuent à être, qui sont installés. L'usager final ne sait pas forcément qu'il faille faire des vidanges souvent. Et aujourd'hui, on doit dire que c'est débattu un peu dans les conférences au niveau de l'assainissement. Un usager qui achète un système d'assainissement, il n'achète pas que le prix. Il faut aussi qu'il fasse attention à ses frais de fonctionnement sur 5 à 10 ans qui vont inclure entretien et vidange. Si vous achetez un système pas très cher, c'est attrayant. Mais si au bout d'1 an, vous constatez que vous avez dépensé la moitié en vidange, ça donne à réfléchir. Et en entretien, ça donne à réfléchir. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte. Le retour à l'investissement se fait voir tout de suite. Par contre, il y a une autre chose sur laquelle, je dirais, le propriétaire doit faire très attention, c'est que lors des vidanges, il faut qu'impérativement que le vidangeur puisse ramener le dépôt, là où il a déposé la vidange, l'attestation. Oui, bien sûr. Parce qu'autrement, c'est lui qui paye. Oui, et puis tout est réglementé. Vous avez des centres qui prennent de la matière de vidange, qui sont identifiés. Les vidangeurs doivent y aller pour déposer leur matière de vidange. Donc c'est une obligation. Malheureusement, on a de mauvais coucheurs dans tous les domaines. Nous avons vu ceux qui vont vidanger dans la mangrove, n'importe où, dans un champ de canne, en pleine cité d'Iloy. Il suffit de l'attraper et de balancer tout ça dedans. Mais comme ils ne ramènent pas l'attestation au client, donc finalement, mais si jamais ce monsieur se fait prendre, c'est le client qui paye.
Ben, c'est le métier où il faut avoir justement, comment dirais-je, des points d'obligation. Il faut véritablement que Il faut être responsable. Oui, aller jeter des matières de vidange dans un milieu naturel, alors qu'on sait la quantité de bactéries que vous avez dans un litre d'eau chargée, c'est de la santé publique. Hein. Oui, puisque ça revient à notre assiette par le biais du poisson. Oui, oui. Maintenant. Ou du crabe, oui. quand on aime les crabes. Hein. Oui, tout ce qui est crustacé, ce sont des poubelles de la nature. Bien sûr. Et la bioaccumulation fait que vous avez des choses énormes. Donc, ce qui fait il est impératif de respecter toute la réglementation. Et aujourd'hui, quand on sait qu'au niveau de l'assainissement, on est à plus de 80% d'assainissement privé non conforme. Pour vous, là, vous avez un sérieux marché devant. Alors, un sérieux marché potentiel, on va dire que vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure d'une pollution avérée, constatée, où il y a eu le SPOC qui est venu, il y a eu l'ARS, donc ça peut être de la maison individuelle, mais ça peut être du lotissement aussi. On sait qu'on a beaucoup de bassins versants en Martinique, et à partir de là, il y a une obligation de remettre aux normes. On sait aussi les difficultés qu'ont et les familles, les ménages, et même des fois les syndics, à pouvoir trouver du financement pour remettre en conformité leur système. Donc l'ODE a mis en place avec les SPANC le dispositif d'aide qui s'appelle le DEFAP, qui ne concerne pour l'instant que des zones à protéger, des zones à risque environnemental et sanitaire. Donc c'est surtout les zones de captage qui sont identifiées et certaines zones côtières. Donc c'est des subventions qui vont à la destination des particuliers. Le particulier a une quote-part effectivement à amener pour la remise aux normes, mais si vous voulez, il y a une frontière où le particulier, s'il n'y a pas un cas avéré de pollution, qui est bien noté, rien ne l'oblige à remettre en place son système. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a une mesure incitative. Il y a le cas, par exemple, des ventes immobilières. Normalement, au bout d'un an, l'acheteur, s'il a pris le bien en état, il doit mettre en norme son système. Il a un an pour le faire. Et il peut le faire, si le risque sanitaire est grand, il peut le faire tout de suite. Voilà. Je veux dire que il y a effectivement il y a beaucoup de systèmes à réhabiliter en Martinique. Mais les mesures incitatives ne suffisent pas, malheureusement. Il faut des mesures d'accompagnement, expliquer aux gens, et pour les cas les plus difficiles, les amener à la finalité qui est de remettre aux normes leur système. Malheureusement, en termes de financement et autres, nous connaissons des organismes qui s'en occupent, qui aujourd'hui ne s'intéressent plus à tout ce qui est eau sanitaire. Pourquoi? On ne trouve pas de plombier. On ne trouve pas de plombier. Alors, donc j'ai arrêté. Nous, on a formé des installateurs qui justifiaient déjà de certain nombre d'années d'expérience en assainissement, qui ont une garantie décennale assainissement, pas plomberie, assainissement, et qui peuvent justement faire une étude d'implantation, faire un chiffrage, soit pour du neuf, soit pour de la réhabilitation. Donc il existe quand même des professionnels. Hein. Aujourd'hui, le plombier lambda qui fait des travaux de plomberie traditionnelle, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris, et ils sont peu disponibles, mais en assainissement, on a des professionnels qui peuvent répondre à tout type de problématiques. De toute façon, en assainissement, avec le réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non, on sera obligé de mettre la pression pour faire respecter l'environnement. Bien sûr.
Bien sûr. Sinon, ce sera à chaque fois qu'il y aura une pollution qu'il faudra réagir. C'est sûr. Non, mais c'est que cette pollution sera permanente. C'est ça le problème. Et le kidam du coin qui regarde, sans chasser, sans battre sa gale, et ainsi de suite, c'est pas vrai, c'est faux. Tout ça revient dans la nature, par le biais des écoulements des eaux et autres, et manifestement, ça revient dans notre assiette à partir du poisson et de crustacés et autres. Oui, c'est sûr. Et puis, on a une vocation touristique, donc forcément, en plus de ce qui nous concerne, nous, au quotidien, si vous avez, on voit des fois des arrêtés municipaux qui ferment des plages, bien parce qu'il y a effectivement la qualité des staphylocoques fécaux dans l'eau, de la matière fécale, etc. Oui, de toute façon, on est dans le système européen et la réglementation est de plus en plus rigoureuse et nos dirigeants de plus en plus devront être rigoureux, le particulier aussi. Et l'arbitre dans cette affaire, le juge de paix, c'est la nature. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que on a en fait une préoccupation. C'est pour ça que l'Ecoflow répond justement à cette préoccupation-là. C'est que nous avons une obligation de performance épuratoire. C'est-à-dire que nous justifions d'un niveau de performance que l'on garantit à partir d'un entretien régulier. Et ce niveau de performance qui est, d'ailleurs, on l'a constaté sur les prélèvements, en dessous de ce que demandent les normes de l'arrêté, peuvent nous permettre de faire de la dispersion pour alimenter, par exemple, des arbustes ornementaux. La réglementation est très précise là-dessus, proscrit tout ce qui est culture, légumes, donc tubercules, et les arbres fruitiers. Mais vous avez des gens qui ont des petits jardins. Voilà. Alors ça ne va pas se faire en aspersion dans l'air, mais il faut que ça peut être fait en dispersion à partir du moment où le sol a un degré de perméabilité qui soit suffisant et qu'on puisse trouver la manière d'irriguer ces plantes-là. Donc on est toujours dans la ressource. La même ressource qu'on veut récupérer, préserver et utiliser en eau de pluie, celle qu'on va user, qu'on va traiter, on peut éventuellement... Il y a plein d'idées en ce moment pour pouvoir la récupérer. Mais on est aussi sur ce sujet-là. Oui. Alors, concernant les fosses septiques, j'ai vu en Afrique le gaz méthane que produit la fosse septique est récupéré pour être mis dans la gazinière. Et ça coûte pas cher. Et nous avons une perte énorme avec nos stations d'épuration grand public. Et au niveau des fosses septiques, nous avons cette même perte. Tôt ou tard, on sera obligé de rentrer dans ce processus. Oui, de toute façon, chaque expérience demande un temps. Tant sur le fonctionnement, mais sur les modalités, parce que derrière ça, vous avez aussi des questions sanitaires. Et donc, il faut que ça soit une orientation globale, nationale, sous couvert de réglementation, parce que là aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. On joue de la sécurité de la santé des gens. Il y a une production de gaz méthane. Oui, bien sûr, mais ce qui existait, alors sous d'autres formes dans le milieu agricole. Oui. On récupère le méthane et... la méthanisation. La méthanisation existe déjà dans le milieu agricole. Après, il faut trouver des modalités pour pouvoir l'appliquer à une utilisation domestique et que ça soit cadré. Parce que si c'est pas cadré, voilà, c'est ça. Il y a tout un système, tout un processus. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça ne s'installe pas comme ça. C'est très bien. Bon, maintenant, qu'on le veuille ou non, nous allons de plus en plus vers la performance écologique. On sera obligé d'arriver à tout ça. Oui, le problème commence à se poser sur la diminution de la ressource en eau, par exemple, et on voit aussi les problèmes d'augmentation de la facture énergétique. Oui. Donc forcément, les économies, il faut aller les chercher partout.
Et je prends l'exemple du solaire en Martinique, en fait en Martinique, en Guadeloupe, dans les pays tropicaux. Voilà une ressource qui est inépuisable, qu'on peut utiliser à souhait, qui peut être combinée avec d'autres types d'utilisation. Une maison individuelle aujourd'hui, on voit la tendance qui est allée vers le chauffe-eau solaire, l'électricité solaire, de plus en plus sur les citernes de récupération d'eau de pluie aussi. Je pense que à l'usage, les gens de plus en plus vont s'intéresser à ce sujet-là, ce qui existe par exemple dans certains pays où ils sont quand même bien avancés. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue que ces deux ressources-là sont à notre disposition. Quelqu'un qui se lance dans une construction neuve, aujourd'hui, avec toute la technologie, a tout intérêt à réfléchir. Au même titre que je fais une alimentation via le réseau traditionnel, pourquoi pas mettre mes panneaux solaires. Je me rends un peu plus autonome alors nous, on ne fait pas de panneaux solaires, hein, mais j'en parle de façon générale. Et au même titre, par exemple, pour la citerne de récupération d'eau de pluie. On sait qu'on a un projet de construction. On prévoit déjà dans l'environnement de la maison une citerne de récupération d'eau de pluie, notamment une citerne enterrée qui est plus discrète et qui va être mise en place en même temps que le terrassement, la dalle, etc., etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être prévues, planifiées et qui permettent justement, comme on disait tout à l'heure, de se prémunir de problèmes à venir. Parce que qui nous dit qu'en 2025, on n'aura pas une sécheresse plus dure que celle-là? De toute façon, toutes les périodes de sécheresse vont de plus en plus amplifier. Voilà. Je discutais avec une habitante du Sud. En plus, elle est en hauteur, je ne vais pas citer la commune, mais qui disait je suis resté 15 jours sans eau, alors que le château d'eau est à 500 mètres de moi. Donc, je pense qu'on n'y a pas forcément vers une amélioration, en tout cas, du climat. Enfin, les spécialistes le disent. On voit les érosions qu'il y a sur les zones côtières, etc. On a quand même, c'est la ressource qui nous permet de se prémunir. Chacun individuellement peut mettre en place des équipements pour se prémunir de ça. Vous allez sur toutes les îles de la Caraïbe, en majorité à 80%, chaque maison a sa citerne à côté. On avait la citerne hier. Oui. Et puis brusquement, on a arrêté, on a stoppé. On s'est arrêté juste au robinet. Et pardon d'avoir interrompu. Et le politique n'a pas compris que tout ce réseau, il faut le reprendre entièrement. Les réservoirs, il faut les reprendre entièrement. Enfin, il y a tout un réaménagement du territoire à faire. Et pour l'instant, tout le monde, tout le monde nous regarde comment je serai élu, comment je ne serai pas élu. Mais le rouleau compresseur arrive là. Ouais, regardez le phénomène cyclonique qui est passé récemment sur les Grenadines et qui a impacté. Imaginons que on aurait pu l'avoir ici en Martinique, les dégâts que ça aurait pu causer. L'une des premières ressources que vont chercher les gens, c'est l'eau. La première ressource indispensable, c'est l'eau. On peut manquer d'électricité, on sait comment on peut... On peut rester 2 mois sans électricité. On ne peut pas rester 2 mois sans eau. Donc, et pour des raisons vitales, pour des raisons sanitaires, etc. Donc, il faut vraiment que en fait, toutes les composantes de la société intègrent effectivement que cette valorisation-là est importante. C'est certain. Il y a ceux qui ronronnent, qui dorment. Le rouleau compresseur arrive gentiment, tranquillement. Et puis dans les installations d'eau de pluie, on a souvent oublié une chose. Par exemple, là, ces derniers temps, on est en pleine sécheresse, il ne pleuvait pas, il y a l'eau citerne qui était vide. Oui. Donc, on n'avait pas prévu dans l'installation. C'est ça. Comment pallier? Comment pallier, ou peut-être pas un volume suffisant. La citerne de récupération de l'eau est intéressante parce que elle vous permet d'avoir la disponibilité en eau à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais même si vous avez un volume suffisant, vous pouvez passer une bonne partie du carême, qu'on appelle sécheresse. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par le fait qu'on est hors usage
alimentaire et hygiène corporelle, c'est de l'eau qui peut être utilisée, même si maintenant vous avez des appareils qui permettent de traiter, de désinfecter l'eau. Mais bon, il n'y a pas, sauf si on est vraiment dans un surdimensionnement important, mais quelqu'un peut mettre une citerne enterrée d'un certain volume pour lui permettre de pallier à ces périodes-là. Et ça oblige nécessairement à faire attention à sa consommation d'eau. Parce qu'effectivement, cette terre dans laquelle on est aujourd'hui nous amène à réfléchir sur comment on consomme notre eau et quels sont les niveaux de gaspillage qui sont faits. Pourquoi on va utiliser de l'eau du réseau AEP alors qu'on peut utiliser l'eau de pluie pour ces usages-là, quoi. On sait que par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, les gens nettoient beaucoup leur voiture, des fois 1 à 2 fois par semaine. C'est quand même plus économique de le faire avec une citerne de récupération d'eau, de l'eau de pluie, pardon. Mais il y a une autre chose qui a été votée de l'US. Ils sont dans l'incapacité politique de l'afficher. C'est que sur tout ce qui est récupération de l'eau de pluie, ils ont mis une taxe. Et on est en train de comptabiliser l'eau de pluie. On demande la pose d'un compteur. Comptabiliser l'eau de pluie qui va dans le domicile et le compteur normal, classique. Et ils ont rebrouté ça, mais ils sont dans l'incapacité de brandir le couteau. Alors j'ai entendu passer ces informations-là. Je sais que ça n'a pas été vérifié, ça n'a pas été mis en œuvre. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait un petit lever de bouclier des usagers. Mais j'ai entendu parler de ça, mais il n'y a pas eu de suite. Nous faisons partie des commissions dans les CCSPL, les EPCI. Quand ça a été voté, nous avons vu cette mise en garde. Dernièrement, nous avons reposé le problème. Parce que c'est factuel ce que je dis là. Mais le manque de courage politique fait qu'on ne sait pas comment annoncer à la population que, il faudrait passer à la caisse. Oui. Et là encore, ça fait du bruit. Oui, parce que d'un côté, vous subventionnez l'installation des citernes pour pousser les gens à s'équiper. De l'autre côté, c'est ce que les gens peut-être ne vont peut-être pas arriver à comprendre. Mais là, là-dessus, je ne vais pas porter de jugement particulier. Après, effectivement, ce sont des décisions politiques qui engendrent forcément des réactions d'usagers. J'avais entendu parler de ça, mais je ne sais pas si ça... En fait, la motivation, c'est qu'il s'est dit, nous, avant, on prenait l'eau du robinet classique, passait en chasse, après, on partait dans l'assainissement. Aujourd'hui, nous faisons rentrer de l'eau de pluie non comptabilisée dans le classique, mais qui va à l'assainissement. Et cette surcharge assainissement, ils ne savaient pas comment compenser. Oui. Et dès lors qu'on est raccordé... dans les réseaux. Oui, dès lors qu'on est raccordé... De toute façon, lorsqu'on fait la déclaration d'installation d'eau de pluie, il y a un document qu'on dépose en mairie. Oui. Et nous sommes interrogés le pourquoi. Et c'est là qu'on s'est aperçu de ça. Nous avons posé le problème, ils ont répondu, mais là, aujourd'hui, le manque de courage politique fait qu'on ne sait pas comment annoncer à la population que ça, on doit faire. Mais j'attends avec impatience l'application pour voir comment ça va se réagir. Ouais. Donc là, en fait, nous avons beaucoup de systèmes qui existent. L'incubation, nous prenons le solaire, très bonne formule. Pour l'instant, le stockage nous pose problème. On espère qu'un jour, on parviendra à faire ce qu'il faut pour arriver à un bon stockage. L'éolienne nous pose problème. De toute façon, là, aujourd'hui, la nature nous donne des éléments qu'on doit utiliser, à bon escient surtout. Mais nous rappelons aux téléspectateurs de faire très, très, très attention, de toujours vérifier sanitairement, réglementairement tous les éléments et d'éviter de faire ces installations-là par des plombiers du dimanche. En fait, quand vous dites le stockage pose problème, non, il ne devrait pas poser problème si chacune des installations respectait... Je parle du stockage solaire. Hein. Oui, mais vous avez parlé de stockage tout à l'heure qui pose problème. Oui, courant électrique.
Ah, d'accord, ok, Oui, ok, oui, ok. oui, non, c'est pas l'appui. Ok, Non, ok. non, non. D'accord. Là, pour l'instant, tout on Oui. peut stocker, il y a stocké. Oui, oui. Mais le solaire, la production est faite. De jour, il n'y a pas de souci. Mais le soir, Oui, c'est ça. pas de soleil, on ne peut pas allumer le plein. Donc il faut une batterie, il faut du stock et tout ça. Et pour l'instant, ça pèse financièrement Oui. et on n'est pas bien au point. Oui. Donc là, on attend. Monsieur Chou, si vous avez une conclusion à faire par rapport à tout ce que nous avons développé, ça aurait été laquelle? Ce serait de dire à tous ceux qui aiment la nature, qui veulent se préserver de problèmes à venir. On est entré dans une ère on va pas être dresser un tableau sombre, mais tous les experts du climat disent, on est entré dans une ère où on a un réchauffement climatique qui est là. Donc la Martinique est impactée. Et dans le sillage de ce réchauffement climatique, l'eau est forcément impactée. La raréfaction de la matière, de la ressource. Oui, mais l'abondance aussi est dangereuse. Est dangereuse. Voilà. Donc il faut que tout un chacun intègre le fait qu'il faille se protéger, se prémunir lors de périodes difficiles, et qu'aujourd'hui je parle de l'amont, une citerne de récupération d'eau de pluie pour récupérer cette ressource et la valoriser n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et on rappelle aux usagers qui nous interrogent que ça devient un équipement indispensable. Chacun peut faire son choix de mettre soit une citerne d'eau de pluie, soit une cuve ACS. Il y en a qui mettent les deux, avec des dimensionnements qui peuvent être revus. Et comme ça, ils sécurisent le réseau AEP et ils ont la ressource eau de pluie pour les usages extérieurs. Mais effectivement, en faisant ça, ils se protègent, ils assurent la continuité en eau. Et puis, le deuxième volet, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à comment on va traiter nos eaux usées, parce qu'on reçoit ces eaux plus ou moins potables, on les reçoit potables, l'eau de ville est présumée être potable. On va, par notre activité humaine, la rendre usée. Donc on doit pouvoir la restituer à la nature en bon état, comme on l'a reçue, plus ou moins. Donc il faut faire un choix d'un système qui garantisse un niveau de performance épuratoire en sortie, et de faire très attention à ce qu'on choisit, ne pas forcément aller au prix, surtout pas aller au prix, mais de viser la performance environnementale, puisqu'on est entré dans cette ère-là, puisqu'il y a tout intérêt à mettre en place un dispositif qui sécurise le bon niveau de traitement pour pouvoir récupérer cette eau-là et de façon réglementaire l'utiliser sur une partie du terrain. On a vu que la dispersion était possible. On a vu dans quelles conditions. Donc voilà, donc ça veut dire gérer la ressource en amont et en aval. Et donc nous, on est quand même force de proposition sur ces différents champs d'application. On donne beaucoup de conseils et on fait très attention justement aux différents cas de figure. Et quand je vous parlais tout à l'heure de retour d'expérience sur l'EcoFlow, qui est un système sans énergie, ce retour d'expérience a été nourri parce que le système a fait ses preuves depuis plus d'une vingtaine d'années et qu'on garantit un niveau de traitement en sortie. De toute façon, vous avez toute une documentation chez vous. Et nous demandons à tous ceux qui nous regardent, car de plus en plus aujourd'hui, ce que j'appelle les installateurs Google. Depuis qu'ils ont les Google, mais très souvent, Google ne répond pas à la réalité. Et puis, par rapport à tout ce que nous venons de dire, il faut protéger la nature, mais surtout ne pas oublier une chose. Nous avons 25 communautés de l'île, dans les 10-15 ans qui viennent là, qui sont impactées par l'élévation du niveau de la mer. Et il faut qu'on soit prêt politiquement pour faire face à tout ça, mais que la population elle-même soit préparée pour que demain on ne soit pas face à la catastrophe. C'est ça. En tout cas, vous avez sorti un bon produit, il faut continuer à le faire avancer. Et puis, nous demandons aux téléspectateurs de se rapprocher de vous,
pour avoir les informations qu'il faut, des bonnes informations, et de faire surtout des bonnes installations. Voilà, Merci. donc juste pour ceux qui utilisent Internet, on a un site Internet www.procap.fr où ils peuvent consulter, nous faire des demandes de renseignements, etc. Toutes vos fabrications. Voilà. Mais c'est pas le Google. Non, c'est pas Google. Merci encore, à très bientôt. Je vous en prie. Bonsoir à tout le monde.